Autre point sur lequel je voudrais vous interroger, c'est, vous en avez parlé tous les deux à plusieurs moments déjà, c'est l'écriture, la façon dont vous allez écrire. Alors, même si Hervé a déjà un peu répondu, est-ce que vous, du coup, vous faites un plan du début à la fin avec je veux aller là, je veux aller là, je veux que ça se finisse comme ça, et ensuite vous racontez l'histoire, ou est-ce que vous partez sans forcément savoir, même si vous êtes une idée basique, mais sans forcément savoir finalement où vous allez finir et comment est-ce que du coup vous vous écrivez, vous vous servez des mots. Euh, Vous avez la particularité quand même tous les deux d'avoir une écriture euh, très littéraire. Euh, c'est agréable. Du coup, c'est voilà, comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez d'abord vos scénarios ou d'abord vous écrivez? Euh, alors comment dire ça? Je pense que l'un de mes avantages, c'est que je suis un flippé complet. Donc j'ai tellement peur de me louper que je suis très très scolaire dans la manière dont j'aborde mes bouquins. Je travaille beaucoup la structure. Alors c'est sûr que dès le début, je n'ai jamais 100% de tout le bouquin. Mais par exemple, si j'évoque Adieu demain, dont le thème central est la peur, ce thème, je le trimballais depuis à peu près 10 ans. Je suis un phobique des araignées, j'ai connu la peur d'aborder les filles quand j'étais au lycée, je sais pas, la peur de décevoir les parents, la peur de chercher un boulot, la peur de décevoir les lecteurs, que j'ai de plus en plus évidemment. Donc je baigne dans la peur, comme la plupart des gens, parce qu'on vit dans des sociétés qui sont soumises à ces notions de peur. On parlait de certaines images, voilà, la peur de l'étranger, la peur de plein de choses, la peur de perdre un boulot, tout ça. Donc ça faisait longtemps que je voulais parler de ce thème-là. J'avais jamais trouvé d'histoire je sais pas, de point de départ. J'en ai trouvé un. Mais à partir de là, je sais que dès le début, et puis c'est voilà, enfin, c'est souvent la difficulté lorsqu'on fait la suite d'un bouquin, parce qu'il se trouve qu'Adieu demain est le deuxième volet de la trilogie. C'est que dès le début, j'avais conscience qu'il était hors de question de faire un sale temps pour le pays 2, c'est-à-dire ressortir la même soupe, comme beaucoup d'auteurs font. C'est beaucoup plus confortable, mais voilà. Je pense que quand on a la prétention de dire ben, je vais écrire un bouquin et vous allez venir l'acheter, on se doit quand même de respecter son public. Donc je voulais déjà faire une sorte d'anti-sale temps pour le pays, avec une narration différente, avec une progression différente. C'est pour ça que le bouquin est beaucoup plus fictif. Et donc, parce qu'il y a beaucoup plus de liberté dans le récit, ça m'a conduit à beaucoup plus travailler la structure et l'évolution, les ellipses, tout en sachant que oui, généralement, je fais un plan, donc encore une fois très scolaire, chapitre 1, 1969. Je cite deux, trois éléments qui me semblent importants à être évoqués dans ce chapitre-là. Après, c'est la narration qui inspire d'autres idées, ce qui fait que ça nous inspire d'autres idées pour les chapitres suivants. Et puis plus on avance, plus je dis, ah, ça, je vais quand même le resituer en amont, ce qui permet de solidifier, enfin, plus, je pense, à mon avis, que plus on travaille en amont, plus on solidifie le récit. Par exemple, l'un de mes films préférés, c'est L'Exorciste, qui pour moi n'est pas un film fantastique. Pour moi est plus un drame psychologique. Je trouve que l'une des grandes forces de ce film, il y en a plein, pour moi l'une des grandes forces, c'est que Friedkin a réussi dans ce film comment dire ça, à y apporter un traitement tellement réaliste pendant plus d'une heure que même pour les gens les plus réfractaires à l'aspect fantastique, euh, lorsque l'aspect fantastique intervient avec le démon et la possession, il est déjà trop tard, on ne peut plus quitter le film parce qu'on est déjà enraciné depuis plus d'une heure dans du réel, par rapport au sens du cadrage, par rapport à l'aspect documentaire, aux interactions entre les personnages. Donc je travaille beaucoup en amont, en me laissant une certaine liberté, on va dire, il manque toujours 30 ou 40% dans mon plan. Euh, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est très important pour moi de savoir qu'en tout cas, pour la première moitié du bouquin, je sais où je vais parce que, voilà, parce que je pense que c'est ce qui me donne confiance en écriture et voilà, je pense qu'on a besoin de ça pour savoir un peu dans quelle direction on veut aller. Bon, je suis pas d'accord. Euh, enfin, juste pour rigoler. Non, non, moi je fais pas du tout de plan, enfin, du tout. J'ai quoi? J'ai 2, 3, 4 chapitres d'avance
j'écris ça sur un petit cahier, je fais un résumé des chapitres à venir pour savoir avoir un minimum de visibilité. Et au bout d'un moment, je tombe en panne, de façon absolument désespérée, désespérante. Et je relance la machine. Bon, enfin, donc c'est assez compliqué. Non, je démarre toujours à partir de... D'abord, j'ai une idée assez précise des personnages. J'ai une idée assez précise des axes narratifs. J'aime assez les histoires où on a plusieurs points de vue narratifs qui, à un moment donné, vont se croiser ou pas, ou à un moment donné, vont se croiser. Ça, j'aime assez ça. C'est aussi ça me vient sûrement de l'amour que j'ai pour le cinéma, où souvent ce genre de technique, genre ce qu'on pourrait appeler aussi le montage parallèle par moment, peut donner en profondeur de l'intrigue. Bon, donc je travaille là-dessus. Quand je commence, j'écris toujours le premier chapitre. Enfin, vous me direz que c'est un peu normal de commencer par ça. Mais c'est con à dire, mais j'écris le premier chapitre, après je travaille sur le style. C'est-à-dire, je fais des essais sur les temps narratifs, sur la personne, première, troisième personne, comment je me débrouille, qu'est-ce qui donne le mieux, passé composé, présent, passé simple. Enfin, c'est des trucs très, très grammaticaux, très idiots. Ça, c'est le prof qui parle sûrement, mais en tout cas, moi, en tant que lecteur, c'est tout le temps des choses auxquelles je suis sensible. Je lis un livre d'abord pour son écriture. L'intrigue, bien sûr. Il y a des livres superbement écrits qui peuvent s'avérer assez ennuyeux au bout du compte. Bien sûr, ça existe. Mais je trouve qu'à un moment donné, la tension dramatique peut venir aussi simplement de la tension stylistique. Bon, ça, j'y crois beaucoup. Et je dirais qu'à un moment donné, telle ou telle scène, une scène va demander des phrases plus longues, davantage développées, à d'autres moments beaucoup plus de staccato dans le rythme. Et ça, bon, ça vient un peu naturellement au fur et à mesure. On peut aussi se laisser entraîner par une scène d'action, se laisser bercer, à condition de ne pas s'endormir, par une scène un peu plus contemplative. Mais après, c'est à soi de contrôler la situation. Mais voilà, moi je travaille comme ça, un peu au feeling, à l'instinct, et je répète avec pour ça que je mets du temps à écrire, c'est long, avec des pannes, je peux rester un mois complètement paumé dans mon histoire, estimant que je vais laisser tomber, c'est pas la peine, voilà, c'est bon, c'est de la merde, je laisse tomber. Genre de truc assez valorisant que je peux me renvoyer, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, je travaille comme ça, à l'instinct, beaucoup. Et donc, comme disait Michael, évidemment, revenir en amont pour refaire certaines scènes qui, par moment, sur un détail ou quoi, vont pouvoir décoincer la situation 10 chapitres plus loin. Ça, c'est vrai qu'après, c'est de la cuisine. Hein, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Un roman, c'est une infinité de rouages, dont éventuellement un rouage qui est absolument minuscule et inaperçu, s'il reste coincé au chapitre 4, risque d'enrayer le reste de l'intrigue. Et voilà, il faut y être attentif. Il faut donc, pour ma part, je me relis énormément. Voilà, je travaille comme ça. Je suis très très brouillon, très confus. Mon espace de travail, quand je bosse, il y a des post-it, il y a des cahiers, il y a l'ordinateur, bien sûr, il y a des bouquins pour la documentation. C'est une espèce de bordel dans lequel j'erre, faute de mieux, je ne sais plus où aller. Et voilà, c'est ce genre d'élaboration assez confuse, ouais, à laquelle je me livre. Merci. L'autre point que je voudrais aborder avec vous, et c'est un peu plus dur justement, c'est la violence. La façon dont vous gérez, dont vous traitez la violence dans vos livres, qui sont, faut bien le dire, un peu, enfin, pas forcément accessibles à tous. Il y a quand même des scènes très très dures dans chacun de vos livres. Je pense par exemple à la scène d'introduction d'après la guerre, enfin une des scènes d'introduction on va dire, c'est pas de la torture, mais on n'est pas loin quand même. Hein, aujourd'hui, justement, il y a des débats sur est-ce que la torture est pas remise en avant en ce moment. Enfin voilà. Pareil, la façon dont vous gérez le fameux tueur en série. Alors bon, même si Michael, tu disais qu'une fois ou deux,
c'est quand même, dans Le Malheur de Saphir, c'est quand même un tueur en série. Voilà, c'est-à-dire que tous ces personnages-là de violence, sont pas faciles à écrire. Est-ce que du coup, ça vient facilement, ou est-ce que vous vous interrogez sur la façon dont vos lecteurs vont la prendre, on va dire, en pleine tête, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. De quel endroit ça vient, cette violence-là, dans vos livres? Je considère qu'il y a très peu de violence physique dans mes bouquins. C'est quand même très très rare qu'il y ait ce truc-là, parce que en fait, je trouve qu'on est déjà dans une époque qui est très très racoleuse, qui est ultra sensationnaliste, enfin, en permanence. Mais bon, enfin, là, si on parle de la violence criminelle, mais il y a d'autres formes de violence. Enfin, je veux dire, moi, quand j'entends parler de buzz et de speed dating, c'est une certaine forme de violence pour moi, ou d'être hype, ou d'aller tweeter, tout ça. Déjà, là, je me sens oppressé par tout ça. Et avec ça, il y a aussi toute une certaine tendance au racolage avec les histoires criminelles en permanence, tous les bouquins qui sortent avec les lettres qui dégoulinent sur la couverture et la main qui tire le rideau comme ça. Vraiment, je trouve ça. Enfin, je sais pas, les bouquins sont peut-être bien, mais j'ai pas en tout cas l'impulsion pour les lire déjà. Parce que je trouve que déjà, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu malsain. Donc déjà, moi, je sais que la thématique criminelle ne m'intéresse qu'à travers ce qu'elle peut révéler sur les mœurs ou l'époque. Dans Sale temps pour le pays, si je traite du point de vue des enquêteurs, c'est pas pour rien. Parler d'un tueur qui trucide des femmes, ça m'intéresse pas. La seule fois où j'ai évoqué un tueur, c'est dans Fils de Sam, et j'évoque son point de vue en le confrontant au point de vue des proches des victimes et des enquêteurs. Donc là, pour moi, ça prend son importance parce qu'on est dans un ping-pong cérébral, un ping-pong de perception et de subjectivité. Mais sinon, décrire la violence, ça m'intéresse pas du tout. Je suis comme tout le monde, j'ai des plaisirs coupables. J'aime bien regarder un film de temps en temps en mangeant des M&M's avec quelqu'un qui va se faire torturer. Voilà, c'est le petit plaisir coupable. Maintenant, d'écrire des bouquins sur ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans la violence, en fait, c'est comment une incidence sur la chair, si on parle de mutilation par exemple, comment une incidence sur la chair va avoir des répercussions sur la psychologie. Là, j'invente rien. Voilà, j'ai grandi avec les films de Cronenberg. À l'époque où, à mon sens, il faisait des trucs vraiment très bien, parce que là, j'ai complètement décroché. Mais je veux dire, un film comme La Mouche, par exemple, je sais que ça m'avait énormément marqué. Voilà, il y a plein d'autres films aussi, mais donc voilà. Donc pour moi, la violence, elle est avant tout psychologique. Si on regarde un film comme Salo ou Les 120 journées de Sodome, il y a des images très très dures dedans. Mais paradoxalement, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est l'avilissement des victimes et la manière dont on arrive à. Comment dire ça? C'est la manière dont on arrive à leur faire intégrer qu'en fait ils sont dominés et qu'au final ils s'en accommodent. Ça, je trouve ça vraiment terrifiant. Donc maintenant, le rapport à la violence, je pense que de toute façon, pourquoi parler de la violence? Ben, je sais pas, c'est l'époque qui est violente, je pense. Moi, je suis un fataliste. Ça m'empêche pas d'aimer la vie, d'aimer déconner, d'être curieux et ouvert sur plein de choses. Mais je trouve que ouais, l'époque est très très violente sur plein de choses, par rapport au chômage, par rapport aux inégalités. Je sais pas si on oppose les hétéros aux homos en permanence, les hommes et les femmes, les chômeurs aux travailleurs, la littérature blanche, la littérature noire. Enfin, si on vit vraiment dans une société qui repose sur des clivages permanents, et il faut tout le temps se positionner pour ou contre. Enfin, voilà, ça pour moi c'est très violent, et j'ai le sentiment oui, je sais pas, de vider un peu mon sac et de me soulager de tout ça à travers des prétextes qui sont les thématiques criminelles, par exemple.